Sophie Tardieu, secrétaire générale du syndicat CGT des cheminots. J'ai l'honneur d'être la première invitée d'Entre-deux-Gares. Salut Sophie, merci d'être la première invitée d'Entre-deux-Gares. Pour commencer, simplement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Sophie Tardieu, j'ai 37 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans et je suis, entre autres, secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Bordeaux. Génial. Avant de devenir secrétaire générale du syndicat, tu étais vendeuse ici à Bordeaux-Saint-Jean. Tu peux nous raconter ton parcours jusque-là? Alors mon parcours, déjà moi je suis une enfant de cheminots, parce que je suis la 4e génération de cheminots dans ma famille. Donc j'avais mon grand-père, mon grand-père et ma mère. L'histoire de famille, quoi. C'est une histoire de famille, les cheminots, mais j'étais pas prédestinée du tout à ça et je voulais pas forcément faire le même métier que ma maman. Donc c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais quand on a besoin de bouffer, on prend ce qu'il y a à prendre et j'ai commencé en CDD à la SNCF. Ça m'a plu, j'ai eu envie de rester. Et j'ai été embauchée à une époque où on ne faisait pas trop d'embauches. Comme quoi, des fois, c'est un éternel recommencement à la SNCF. Et je suis arrivée à la vente, j'ai fait que de la vente et de l'escale. J'ai rien connu d'autre, je suis restée sur Bordeaux. Et j'ai été embauchée au statut en 2011. D'accord. Et tes parents, ils faisaient quoi à la SNCF? Ma maman, elle était commande du personnel. D'accord. Mon grand-père, il était haut cadre. Alors, techniquement, c'était équivalent d'un DET à l'équipement. Ok. Alors, l'équipement, il était à la télécom, il me semble. Et mon arrière-grand-père, il devait être un métier matériel ou la voie ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier jour à la SNCF? Ton ressenti, ton expérience en gare? C'est très flou. J'ai beaucoup de souvenirs, notamment en CDD, parce que mes premiers contrats, je faisais du renfort sur Junior et compagnie à l'époque. C'était l'accompagnement des enfants pour les colonies de vacances. Enfin, même pas les colonies, c'est qu'ils en emmenaient des enfants de porte à porte, de gare en gare. Et moi, j'avais la mission sur le quai de les emmener sur leur train. Et un jour, il y a du monde, je me plante de quai. Je me plante de quai. Là, c'est la voie 3, je vais à la voie 4. Et ça, c'est un souvenir très intéressant parce que du coup, je me retrouve à courir avec 20 gosses derrière moi. Marie Bambelle. Et du coup, ouais, j'ai des gros souvenirs. J'ai des gros souvenirs quand je suis arrivée à la vente la première fois. En plus, je suis arrivée, j'ai commencé ma formation. Je crois que c'était. Il y avait un mouvement social où il y avait quelque chose. Donc, du coup, on arrive direct dans le bain. Et c'était la grande époque de la vente, où il y avait 2 espaces de vente, où il y avait beaucoup de monde qui venait acheter des billets, c'était vraiment pas le même contexte. Et j'ai tout de suite adoré faire de la vente. Ouais, l'ambiance de la SNCF, ce côté famille, mine de rien. Et j'ai adoré ça et c'est pour ça que je voulais rester. Si bien que quand j'étais CDD, quand j'avais des coupures de contrat, que j'allais chez Pôle emploi, que Pôle emploi me disait qu'est-ce que vous voulez faire, je disais mais moi je veux rentrer à la SNCF. Et il me disait mais si ça marche pas, je disais mais j'y arriverai. Et 14 ans plus tard, je suis à la SNCF. Génial. Donc, après cette première expérience, tu étais vendeuse, combien de temps? Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu du métier de vendeur, le quotidien, les contraintes? Et bien à l'époque, donc j'ai commencé la vente en CDD 2009-2010. Et ce qui est intéressant, c'est que même en CDD, j'avais eu des contrats sur les zones diffuses, enfin sur les gares TER à l'époque. Donc j'avais fait Gazinet, Codéran et après j'ai refait un petit peu de Bordeaux-Saint-Jean avant d'être embauchée. Et mine de rien, la vente c'était quand même un métier assez complexe mais hyper passionnant. Hyper passionnant parce qu'on faisait plein de choses. C'était totalement différent quand on faisait du départ immédiat par exemple avec cette espèce d'adrénaline qu'il fallait aller vite parce qu'il fallait servir les usagers très très vite. Et on avait plein d'autres choses qui étaient de la préparation de voyage avec des dossiers des fois un peu compliqués. Et moi j'adorais cette complexité du dossier quand il fallait faire des dossiers par exemple assurance. Je parle vraiment en ancien franc, hein, des dossiers où tu avais des gens qui avaient eu un problème de bagnole par exemple, qu'il fallait qu'ils soient rapatriés en train. On faisait des dossiers comme ça. Et c'est de la complexité, moi, que j'adorais dans mon métier de vendeuse. Et après, petit à petit, le métier a évolué avec plus ou moins des pertes de mission et qui étaient, à mon sens, un peu moins intéressants, même dans la préparation de voyage, qu'on faisait de moins en moins. On faisait beaucoup, surtout à Bordeaux, un peu du clé en main, quoi.
ça allait très très vite et à un moment, je faisais plus travailler trop mes neurones. Et c'était ça qui était intéressant quand tu fais de la vente. Mais c'est un métier ultra passionnant, le métier de vendeur, essentiel même, je dirais, dans la SNCF. Comme tout métier de la SNCF, finalement, on a tous une importance. Mais ouais, c'est des chouettes souvenirs, notamment avec mes collègues, tout ça, ouais, c'est vraiment des bons souvenirs de vente, surtout dans les petites gares TER, c'était génial. Et du coup, le plus difficile dans ce métier-là, c'était quoi? Le quotidien, la routine? La gestion du stress. La gestion du stress. La gestion du stress. Quand tu dois trouver une solution, surtout aussi des fois quand les gens ratent le train, forcément ils reviennent au guichet pour changer de billet, tu as des contraintes. Quand les billets ne sont pas échangés à remboursable, ça c'était compliqué à gérer. Sur la gestion du stress et sur savoir dire non, c'était moi ce qui me paraissait le plus compliqué. Ok. Et est-ce que tu pourrais me citer un moment fort, quelque chose qui t'a marqué, peut-être un voyageur, une situation J'en ai plein, mais un jour j'ai eu un usager qui s'est présenté à moi et qui me dit il me faut un train de nuit. Okay. Et il y a quelques années, mes trains de nuit c'était plus trop ça à la SNCF. Et il me dit peu importe la destination, peu importe l'endroit, peu importe le temps. Donc on cherche et il s'est avéré que ce monsieur était écrivain. Et il n'avait que l'inspiration dans les trains de nuit. D'accord. Et il écrivait dans les trains de nuit. Et je pense à l'époque qu'on a réussi à lui trouver quelque chose pour qu'il puisse écrire. Alors maintenant, on va parler de ton engagement syndical. Comment t'es venue l'idée ou l'envie de t'engager, le besoin? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou... Je pense que c'était enfoui et larvé au fond de moi. Alors chez moi, on n'est pas du tout politisé. Il n'y avait pas de syndicat chez moi. On ne parlait pas trop de ça à la maison. Et quand je suis arrivée, tout simplement, comme j'ai galéré en étant CDD, en fait, moi, mon but, c'était d'aider mes copains qui arrivaient en CDD, de les faire embaucher. C'était ça l'idée de base. D'accord. Pourquoi la CGT? Parce que je me suis rendu compte que la CGT faisait partie de mes valeurs et c'est ce qui me ressemblait le plus. Et je me suis tournée directement sur la CGT. Je pense que j'ai dû me syndiquer. Je suis rentrée en 2011, j'ai dû me syndiquer un an après mon commissionnement. J'ai été commissionnée en 2012. Donc ouais, 2012-2013, je me suis syndiquée à la CGT. Ok. Après, j'ai pris un mandat à l'époque de CHSCT. C'est une commission d'hygiène sécurité au travail. D'accord. Où on gérait un petit peu les C2SCT. C'était tout ce qui est la sécurité au travail, les conditions de travail des agents. C'était super intéressant comme première expérience. Et petit à petit, je venais au syndicat, je posais des questions et j'ai trouvé ma place pas facilement parce que du coup c'est faut faire sa place. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai jamais imaginé aujourd'hui être secrétaire de syndicat un jour, jamais. Ça s'est fait petit à petit et ouais, il y avait cette espèce de justice sociale qui me plaisait, ces valeurs, cette fraternité, qui n'était pas forcément trop éloignée de quand je suis arrivée à la SNCF avec mes collègues, par exemple. Ce côté un peu famille qui m'a plu en la CGT, et puis après tout ce qui s'est passé derrière dans mon parcours. Ok. Alors, on dit parfois que les jeunes ne s'engagent plus. Toi, tu es jeune, et pourtant tu es secrétaire général. Tu leur réponds quoi à ceux qui disent ça? Je pense qu'il n'y a pas de règle établie en fait dans ça. C'est pas une question de jeunesse, une question de vieillesse, je pense que c'est une question d'envie, de volonté. Et c'est surtout de passion. Mine de rien, il faut faire ça avec de la passion. Alors le contexte aujourd'hui fait que peut-être on a le sentiment que les jeunes ne souhaitent plus se syndiquer. Mais ce qui n'est pas forcément le cas, parce que nous dans notre syndicat on a beaucoup de jeunes qui se syndiquent et on le voit en dehors de la SNCF. Dans beaucoup de manifs, notamment pour l'écologie. Il y a beaucoup de jeunes impliqués. On les voit, ils ont envie de faire. Après, c'est une question de leur laisser la place aussi. Est-ce que peut-être qu'à un moment, on leur a laissé assez de place pour qu'ils s'expriment? Je pense qu'on arrive, nous, à le faire dans notre syndicat. Mais non, je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est peut-être une question de volonté. D'accord. C'est vrai qu'on voit de plus en plus le monde du travail qui évolue. Les jeunes qui s'impliquent de moins en moins, que ce soit dans leur métier ou même dans la défense des conditions de ceci.
Donc c'est peut-être une voie à explorer, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça change au quotidien d'être à ce poste de responsabilité à la CGT? Ça change beaucoup de choses. Imagine. Ça change beaucoup de choses, mais après, quelquefois, on a le sentiment que c'est peut-être un rôle qui peut faire peur. En fait, c'est ambigu. C'est peut-être des fois un rôle qui peut faire peur, et c'est aussi, quelquefois, on a le sentiment que c'est un petit peu le rôle du planqué, du nanti. Mais c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est comme tout poste à responsabilité. C'est enrichissant. On apprend plein de choses sur soi. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que je ne suis pas la même personne qu'il y a 10 ans. On apprend beaucoup sur l'humain, parce que mine de rien, on fait beaucoup d'humain dans ce rôle. Le syndicat, c'est beaucoup de l'humain. Il faut savoir doser, bien évidemment. Après, on reviendra peut-être sur ma vie de famille Oui, avec ma petite pépette. Mais c'est enrichissant. C'est vraiment enrichissant, et c'est une expérience que je souhaite. Je souhaite à celui qui veut le vivre. Par contre, voilà, il faut le faire avec envie. Sinon, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc là, je m'adresse à la secrétaire générale. Aujourd'hui, à la gare ou dans l'entreprise, c'est quoi les principales difficultés que rencontrent les cheminots et cheminotes, à ton avis? Il y a leurs conditions de travail, Ouais. qui sont, mine de rien, détériorées avec les évolutions que prend notre entreprise et que prennent nos directions. Il y a peut-être une perte de sens, quelquefois, dans le travail. On ne sait pas trop où on va, notamment aujourd'hui avec ces histoires de filiales, quel que soit le transporteur, on ne sait pas trop où on va dans l'entreprise. Il y a eu la perte du statut, mine de rien, même si pour certains c'est rien, ça y a joué quand même beaucoup dans le moral des cheminots. La question du salaire, qui est prégnante, mais j'ai envie de dire nationalement et dans tout métier. Aujourd'hui, avec la vie qui augmente et le coût de la vie qui augmente, aujourd'hui les salaires ne sont pas à la hauteur. Et je pense qu'il y a des difficultés qui sont surmontables aujourd'hui si on est fort ensemble, si on arrive à fédérer. C'est peut-être ça aujourd'hui, c'est peut-être pas une question d'âge, c'est peut-être une question de fédérer ensemble et d'être ensemble pour lutter. C'est peut-être ça aujourd'hui qu'on a un peu perdu dans la société. Et c'est ça qu'il faut retrouver, que nous on œuvre quotidiennement pour retrouver cette envie de lutter pour gagner. Ok. Tu sens que la colère monte, que les gens veulent se battre, ou au contraire qu'ils se replient. Comment tu vois le climat en ce moment? Il n'est pas au top, le climat. Ah ouais. Aujourd'hui il fait très beau dehors, mais la tête des cheminots c'est pas 34 degrés. Il y a cette envie de lutter qui est certaine, hein, qui est là. Il y a du défaitisme, mine de rien, parce que quand tu gagnes pas quelque chose depuis longtemps, tu es très vite défaitiste, et il y a toujours cette phrase de de toute façon on lutte mais on n'obtient rien. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on obtient beaucoup de choses, qu'on voit peut-être pas forcément. Il y a plein de choses qu'on obtient au quotidien, même des petites broutilles qu'on pense être des broutilles, mais chaque combat local, dans un petit chantier où on obtient par exemple un poste en plus, de l'effectif en plus, c'est du combat, c'est du vrai combat, c'est du combat de terrain. Oui, après il y a des gros combats, bien sûr, la réforme des retraites, ça a été compliqué, ça a mis un coup au moral de tout le monde, mais c'est par des petits combats qu'on arrivera au méga combat gigantesque. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'entreprise, vraiment. Et il y a beaucoup de choses que la CGT a gagnées pour les cheminots et avec les cheminots. D'accord. Et c'est quoi pour toi une victoire syndicale? Est-ce que tu en as déjà vécu une? Est-ce que tu pourrais me parler de ta plus grande réussite? Oui, une très grande réussite en début d'année avec notamment le mouvement des agents Ouigo qui est parti d'un mouvement de la base, complètement d'une accumulation, d'un ras-le-bol justement. Ils ont su se mobiliser et on a su gagner. Dans un moment où la boîte se divise, on a gagné une commission, on a remis des métiers qui travaillaient ensemble. Et ça, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, on en est à la 4e commission qui se met en place. On a gagné une commission tous les mois. Donc c'est du gros travail. Hein. C'est du gros travail. Et d'ailleurs, les copains sur place font du boulot mais formidable sur cette commission. Et c'est vraiment ça, ça a été vraiment la recette gagnante. Un mouvement qui part de la base, des cheminots qui se mobilisent, un syndicat qui a un outil en appui et une victoire au bout, parce qu'on a réussi à démontrer qu'en plus, ce qu'on voulait,
c'était bon pour les cheminots et que ça allait être bon aussi pour la boîte. Du coup, concrètement, les avancées pour les collègues au quotidien? Alors, il y a des avancées puisque justement ils ont mis des protocoles en place. Si on prend cet exemple de Wigo, ils ont mis des protocoles en place pour renforcer un petit peu le confort sur les rames. Il y a des choses qui se mettent en place, des protocoles. Donc on en a la 4e commission, donc quand même il faut du temps pour que ça se mette en place, pour que ça évolue. Et voilà, on est sur d'autres choses, on a pointé du doigt qu'il y avait un problème dans les matériels, dans les technicentres, donc là on va aller chercher si on peut de l'effectif, mais pareil, ça va être encore de la lutte. Mais je pense qu'on est prêt à y aller, les cheminots sont prêts à y aller. Mais c'est ça en fait une victoire. Si petite soit-elle ou si grande soit-elle, c'est quand les cheminots sont là, et qu'il y a une espèce de lutte collective, parce que si on fait de l'entre-soi, il n'y a aucun intérêt. C'est quand on a les cheminots derrière nous, et quand les cheminots après on voit que ça va mieux dans leurs conditions de travail, effectivement là on sait qu'on a gagné, sur tous les plans. Ok, donc on va parler à ta vie de femme. Alors tu es en couple avec quelqu'un qui a été aussi secrétaire général du syndicat. Vous avez un enfant ensemble, félicitations. C'est rare une famille aussi engagée. Comment vous gérez ça au quotidien? Comme quoi, des fois, le syndicat permet de faire des grandes choses. Et moi, ça a été la meilleure rencontre de ma vie, mon chéri. Du coup, on s'est rencontrés, on bossait déjà ensemble, on a concrétisé ici. On a une autre petite fille qui a 2 ans passés aujourd'hui. Et comment on le gère? On le gère comme un papa et une maman qui travaillent, avec les difficultés que ça a. On essaye de prendre du temps pour notre fille, du temps pour nous. C'est très important. Des fois de couper. C'est quand même un métier, je dis métier parce qu'aujourd'hui mon métier c'est de faire du syndicalisme. Ouais, bien sûr. Voilà. Même si dans ma tête je reste vendeuse, je fais du syndicalisme au quotidien. Effectivement c'est un boulot prenant parce que ça peut tomber à n'importe quelle heure, je peux avoir des appels à n'importe quelle heure en fonction de la situation, en fonction de ce qui se passe en gare. Mais on arrive à cloisonner aussi, à se faire des moments pour notre fille, d'être engagé à 2. C'est un peu plus simple quand même. Que si j'avais un compagnon qui était peut-être pas dans ça, qui comprendrait peut-être pas, mais lui il a été à ma place. Donc il comprend les difficultés que peut être ce rôle. Et notre fille est à 2 ans engagée. Sa chanson préférée c'est le chant des partisans. Non, rien n'est incompatible. Et des fois, on se met des barrières, se dire oui, je suis maman. Il y a encore ce truc un peu judéo-chrétien, de dire que la maman s'occupe des enfants. Et en fait, non, on gère et je gère ma vie de famille tout en ayant une carrière, mais comme si j'avais un autre métier. Et c'est de l'organisation. Tout est de l'organisation. Ouais. Tu es une femme, tu travailles à 100%, tu as des responsabilités syndicales, une vie de famille. Honnêtement, comment tu fais pour tout faire tenir? La cocaïne. non, coupe au montage. Non, je pense qu'en fait, j'ai tellement cette passion pour ce que je fais, et encore cette flamme qui fait que je me pose pas de questions, je me pose pas forcément de questions. Par contre, oui, si je suis très honnête, j'avais toujours dit que si un jour ça affectait ma vie privée et ma vie de famille, je ferais d'autres choix. Non, aujourd'hui, on peut poser la question à une maman, par exemple, infirmière qui fait des nuits, ou une maman ou un papa pompier qui gère sa vie de famille. Je sais pas, je me pose pas trop de questions. On vit au jour le jour avec notre famille, mais oui, le gros avantage, je le redis, de notre vie de famille, c'est qu'on est engagés ensemble. Et alors après, on n'est pas en train de formater notre fille et être une petite machine de guerre syndicale, mais j'espère qu'on lui apprendra ces valeurs de paix, de justice. Ça, c'est bien parti. Ça a l'air d'être bien parti. Ouais. Ça a l'air d'être bien parti. Par contre, oui, elle a des petits côtés de... c'est la chef un petit peu à la maison, notre fille. Un peu de sa mère, quoi. Elle prend de ses parents, alors je ne sais pas duquel elle a pris le plus. Mais oui, on n'est pas loin qu'elle nous mette des préavis de grève pour obtenir ce qu'elle a envie. Et alors, est-ce que tu penses que ton engagement au syndicat a
t'as changé ta vision ou ta manière d'être mère? Alors, tu as été mère après tes responsabilités, mais est-ce que tu penses que tu n'aurais pas eu toutes ces responsabilités par rapport à un futur pour ton enfant? Moi, je pense que ça y joue. Ça y joue beaucoup. Ça y joue beaucoup dans les rapports que j'ai avec ma fille. Ça y joue. Bien sûr que l'engagement, il joue vachement avec notre enfant. C'est ce qu'on lui inculque. Inculque. Ça se dit, hein. C'est bien, ouais. Ça, c'est bien ce mot. Ouais. C'est ce qu'on lui montre au quotidien. Alors après, peut-être que les enfants sont libres, donc elle fera d'autres choix. Peut-être, mais oui, je pense que je suis... Mais en règle générale, je suis pas la même personne, en fait. Je suis pas la même personne du tout. Ça a vraiment changé au fond. Ça a changé plein de choses. Ça a changé plein de choses, même dans mon rapport à l'autre. Dans mon rapport à l'autre, mais j'étais quelqu'un que je suis toujours un petit peu, je suis quelqu'un de très timide dans la vie. Dans la vie, moi, j'aime pas les conflits. Étonnant. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre de pas aimer les conflits dans sa vie et d'être un petit peu l'autruche qui met la tête dans le sable et de vivre ça au quotidien quand on va à des réunions de négociation et qu'il faut aller défendre des collègues, et bien on est dans le conflit quand même, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du conflit positif. C'est pas crier pour crier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a on proteste, mais il y a quelque chose derrière, il y a de la proposition. Et c'est ça aussi qui m'a plu à la CGT. Donc avec ma fille, je fais pareil. On proteste, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Elle a 2 ans, elle comprend pas tout. Mais ça va venir. Oui, ça va venir ou pas, ou peut-être qu'elle fera d'autres choix. Mais si je peux te raconter un truc qu'on a vécu il n'y a pas longtemps avec ma fille, je vais à la fête de l'UMA à Bordeaux il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et puis elle marche, elle fait sa vie. Et il y avait un stand avec des travailleurs immigrés turcs, et il y avait des enfants. Et ma fille voit une toute petite fille, elles avaient presque le même âge, et là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête à toutes les deux. Elles se sourient, elles se tendent les bras, et elles se font un méga câlin. Mais un méga câlin de je suis contente d'être avec toi. Et je me dis qu'en fait, putain, ça a 2 ans. Et il n'y a pas ces histoires de tu me ressembles pas, t'as pas la même religion que moi. Non, c'était du vrai. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais bien si on se faisait tous des câlins comme ça, peut-être que le monde s'y porterait mieux. Et j'ai trouvé cette image hyper forte. Et c'est ça en fait que j'aime en fait montrer à ma fille, c'est qu'il peut y avoir d'autres cultures que nous, il peut y avoir d'autres opinions que nous, mais en fait, quand on s'ouvre, on a le même sang qui coule rouge. Et j'ai trouvé ça trop bien, c'est pour ça que je te le raconte, parce que du coup ça m'a émue. Et je me suis dit, ma fille, je comprends. Je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien avec toi, mon enfant. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est pas facile d'en parler, mais c'est important de montrer aussi cette dimension syndicale aussi du métier. Maintenant, on va passer à la séquence le signal d'alarme. J'ai une question. Si tu avais un micro pour que tout le monde dans le pays t'écoute pendant 30 secondes, c'est quoi le signal d'alarme que tu lancerais? Écoutons le peuple. Écoutons le peuple. Arrêtons de mépriser le peuple. Il y a des choses que les citoyens disent haut et fort. Aujourd'hui, les citoyens disent on galère à la fin du mois, on ne peut pas se loger quelquefois. Quelquefois, on est obligé de choisir entre manger ou se chauffer. Et je pense qu'il faut aujourd'hui écouter le peuple, ne plus le mépriser. Et il y a des gens qui ont des choses à dire très intéressantes. Et c'est intéressant de les écouter. Alors, pas sur tout et sur rien, parce que la politique, je pense que c'est un vrai métier. Mais ouais, écoutons le peuple. Ok. Merci Sophie pour ton temps et ton engagement. On se retrouvera peut-être dans un prochain épisode. En attendant, on te souhaite bon courage pour la suite. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner et de partager et de rester à l'écoute entre deux guerres. Merci. Merci à toi. Merci.